Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, des stars chez les Tsars. Le mondial qui débute aujourd'hui a coûté à la Russie un pognon de dingue, comme dirait Macron, au moins 10 milliards d'euros, avec de gros moyens pour éloigner les hooligans, le dispositif et les favoris dans un instant avec l'un de nos envoyés spéciaux, Simon Rubin. La France et l'Italie continuent de se disputer sur la question des migrants. Rome menace toujours d'annuler la visite à Paris de son Premier ministre demain, mais Emmanuel Macron lui a parlé au téléphone hier soir. Les migrants et l'Europe, Emmanuel Macron et les pauvres, le coup d'envoi du mondial et l'image des Bleus. On en parle avec François Hollande, l'ancien président, invité d'Europe 1, 8h15. Dans ce journal encore, l'assurance chômage qui revient dans le vert, nous dira Daniel Fortin. Et la chasse aux mégots de cigarettes, la secrétaire d'État Brune Poirson va demander aux fabricants de les ramasser. Ça va donc commencer à 17h au stade Loujniki de Moscou avec une petite affiche Russie-Arabie Saoudite et juste avant une petite cérémonie d'ouverture, un mini-concert de Robbie Williams. Mais pour le reste, rien de modeste dans ce mondial russe déployé dans 11 villes et réparti sur quelques 2500 km la distance entre Kaliningrad et Ekaterinbourg, d'un bout à l'autre du pays, avec partout des travaux d'aménagement pour lesquels Vladimir Poutine a dépensé des fortunes, plus de 10 milliards d'euros. Bonjour Simon Rubin. Bonjour. Vous êtes à Moscou pour Europe 1. Le mondial est une vitrine et la Russie joue son image. Oui, raison pour laquelle la sécurité et le hooliganisme sont devenus le sujet de préoccupation principal pour Vladimir Poutine depuis plusieurs mois. Sont mobilisés 11 000 policiers, sans parler des militaires, des agents de sécurité. Un dispositif annoncé à 500 millions d'euros. Il n'y aura pas de problème, assure l'un des responsables de la sécurité du stade de Saint-Pétersbourg. Tout est prêt. À l'entrée des métros, on a des portiques de sécurité et dans les stades, les spectateurs seront fouillés et scannés comme à l'aéroport 2 à 3 fois avec des portiques, des rayons X, aucun risque. Et puis l'autre arme sécuritaire, c'est ce passeport spécial pour les fans russes. En plus du billet, ils devront être inscrits dans un fichier qui recoupe les crimes et délits. Le moindre spectateur déjà condamné pour hooliganisme sera systématiquement interdit de stade. Et c'est d'ailleurs ce qui vient d'arriver à l'un des leaders des supporters russes qui avait commis des violences pendant l'Euro en France. Alors ceci dit, des risques demeurent. En témoigne ce récent rapport d'ONG. Cette saison, dans le championnat russe, on n'a jamais entendu autant de chants et d'insultes racistes ou xénophobes. Et pour le football, Simon rappelle que les Bleus commencent samedi contre l'Australie. Dites-nous qui sont les favoris, les équipes à surveiller. Alors à écouter les autres équipes de ce mondial, c'est la France. La France est considérée comme une menace par toutes les sélections adverses. Autre grand favori, l'Allemagne, tenante du titre, qui a gagné la Coupe des Confédérations ici même l'an passé, sorte de grande répétition avant le vrai mondial. Enfin le Brésil, avec Neymar, tout juste revenu de blessure et qui est donc plutôt frais physiquement à ses chances. Et puis notez que ces nations, elles ont un point commun, c'est le poids de l'histoire. Elles ont déjà gagné un mondial. Ce sont des équipes dont la culture est imprégné des succès passés et ça compte. Attention aussi à l'Uruguay du Parisien Cavani, à la Belgique qui ont leur chance. Enfin, 2 équipes sont à part ce matin. L'Argentine de Messi, finaliste il y a 4 ans, mais le pays ne parle que d'une chose en ce moment, l'accusation pour agression sexuelle d'une employée de la fédération contre le sélectionneur, ambiance délétère. Et puis toute proportion gardée, scandale aussi autour de l'Espagne qui vient de changer de sélectionneur à la veille du mondial. Et si elle reste une favorite, on ignore l'effet d'un tel bouleversement sur les joueurs. Bien sûr, Simon Rubin, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur le mondial russe. Et puis football encore, surprise, hier soir à l'UEFA, le Paris Saint-Germain échappe à toute sanction malgré les transferts records de Neymar et de Mbappé l'été dernier. Europe 1, 8h04. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte va-t-il rester à Rome demain et poser un lapin à Emmanuel Macron avec qui il a rendez-vous à l'Elysée? Sans doute pas, les 2 dirigeants se sont parlé au téléphone hier soir, annoncé ce matin sur Europe 1 la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau, et l'entretien a été cordial. Reste que Rome ne supporte pas les leçons données par la France pour l'accueil des migrants de Méditerranée, et le débat hier s'est prolongé au Parlement européen à Strasbourg. Arthur Mbaché. L'un divise les eurodéputés, c'est l'italien Salvini, soutenu par exemple par la patriote Sophie Montel. Matteo Salvini et le gouvernement italien ont raison de dire stop. Détesté à l'inverse par l'écologiste Yannick Jadot. Oui, le chantage du gouvernement italien est inhumain et profondément choquant, en plus d'être illégal. L'autre fait l'unanimité contre lui dans l'hémicycle strasbourgeois. Emmanuel Macron, le président hypocrite, dit l'italien Ignazio Corrao du mouvement 5 étoiles. Le gouvernement de Macron n'est pas taxé comme nous le sommes, de nazisme, de xénophobie, quand il ferme la frontière avec l'Italie à Ventimille, alors qu'il y a des femmes enceintes et des enfants.
L'Italie a été abandonnée face à un phénomène mondial, celui d'un continent qui se déplace. Soyons sérieux, prenons nos responsabilités, à commencer par la France, toujours la première à parler. Les chefs d'État européens ont rendez-vous le 28 juin, Conseil européen à Bruxelles. Il faut une décision sur les réfugiés, a dit hier le président du Parlement. L'enjeu, dit-il, c'est la survie de l'Union. Strasbourg, Arthur Nbaché, Europe 1. À l'étranger encore, le prix que doit payer Donald Trump pour sa poignée de main avec Kim Jong-un semble de plus en plus lourd. Après être reparti quasiment les mains vides de Singapour, à part une vague promesse de dénucléarisation, voici que le président américain n'en finit plus de faire l'éloge du dictateur nord-coréen. Interview édifiante réalisée par Fox News dans l'avion du retour. Quand le journaliste lui parle des exécutions d'opposants, voilà ce que répond Trump. C'est un dur. Quand vous prenez le pouvoir dans un pays dur, avec des personnes dures, et que vous succédez à votre père, peu importe qui vous êtes, quels avantages vous avez, si vous pouvez faire ça à 27 ans, moins d'une personne sur 10 000 en serait capable. Donc c'est quelqu'un de très intelligent, un négociateur de talent, et je pense qu'on se comprend. Trump, à propos de Kim, interview diffusée dans la nuit par la télévision américaine. Il est 8h08. La suite du journal, Patrick Cohen. Le chômage recule et l'assurance chômage revient enfin dans le vert. L'Unédic table maintenant sur un retour à l'équilibre dès l'an prochain. Mais l'organisme a accumulé une dette de 35 milliards d'euros, Daniel Fortin. Oui, c'est un chiffre considérable. Il représente pratiquement une année de prestations. L'Unédic paye évidemment les années de crise qui ont vu s'envoler le chômage. Désormais, ça va mieux. Le nombre de demandeurs d'emploi recule. Du coup, ça fait moins d'indemnisations à payer et plus de cotisations qui rentrent puisque les embauches redémarrent. Résultat, on sera encore en déficit cette année de plus de 1,3 milliard d'euros. Mais en 2020-2021, on devrait être en excédent de 5 milliards, ce qui permettrait enfin de réduire le boulet de l'endettement. Mais est-ce qu'on est sûr que les choses vont continuer à s'améliorer ? Alors ces prévisions supposent bien sûr que la conjoncture reste bonne dans les mois qui viennent et notamment que le nombre de chômeurs continue à baisser. Pour l'instant, l'Unédic est plutôt optimiste. Selon ces chiffres, le taux de chômage devrait redescendre autour de 7,7% fin 2021 contre 9,2% aujourd'hui. La situation financière peut donc se redresser très vite. C'est en tout cas l'argument qu'utilisent les partenaires sociaux qui gèrent le régime pour réduire l'intervention de l'État et garder la main. Daniel Fortin des Échos, merci. Plus aucune fac bloquée. Les derniers étudiants qui occupaient un bâtiment de l'université de Nanterre ont quitté les lieux hier soir dans le calme après 2 mois de blocage. Elles ne supportent plus la prolifération des mégots de cigarettes. Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, convoque aujourd'hui les industriels du tabac pour leur demander de prendre des mesures contre ce fléau et de ramasser les mégots lors d'Autriche. 30 milliards de mégots sont jetés par terre chaque année en France. Et il faut savoir qu'un mégot dans la rue, balayé ensuite jusqu'à une rivière, contamine à lui seul 500 litres d'eau et met plus de 10 ans à se dégrader. C'est la raison pour laquelle le gouvernement dit stop. Depuis 30 ans, les fabricants de cigarettes sont passés sous les radars. Il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités, confie un conseiller au ministère de l'écologie. Cela veut dire que les industriels du tabac payent pour le ramassage des mégots dans la rue ou encore qu'ils participent à la création d'une filière de recyclage. Mais beaucoup sont contre. Ils considèrent que c'est aux fumeurs de faire preuve de civisme, quitte à ce que eux, les industriels, financent des campagnes de sensibilisation. C'est ce que propose le cigarettier British American Tobacco, explique Éric Sancy-Minotier, le directeur des affaires publiques. Prendre le sujet à la racine, c'est faire en sorte que le fumeur, il jette son mégot dans une poubelle. Et puis la mise à disposition de moyens de ne pas jeter n'importe où. Donc là, on est sur les éteignoirs, sur les cendriers jetables, etc. Les industriels ont jusqu'au mois de septembre pour présenter leur plan au gouvernement et dire jusqu'où ils sont prêts à aller dans cette chasse aux mégots. Lors d'Autriche, dans un instant, François Hollande, invité d'Europe Matin. Europe 1.